Que se passe-t-il lorsque la personne que vous humiliez est celle qui signe votre salaire? Une PDG noire, vêtue d'un luxe discret, prend place dans la suite la plus exclusive d'un vol transatlantique. Elle est en route pour conclure la transaction la plus importante de sa vie. Mais lorsqu'un passager riche et arrogant arrive, il ne voit en elle qu'un obstacle. Lui et une hôtesse de l'air snob conspirent pour la faire expulser de force du siège qu'elle a payé. Il la déplace à l'arrière de l'avion, riant pendant qu'elle s'éloigne. Ils n'ont aucune idée qu'ils viennent de commettre la plus grande erreur de leur carrière. Parce que cette femme ne possède pas seulement un billet, elle possède la moitié de la compagnie aérienne. Le salon première classe Aéro Alliance du terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle était un océan de silence cultivé. Le tintement de la porcelaine sur la soucoupe, le murmure d'une page de journal qui se tourne, le sifflement étouffé et lointain de la machine à espresso. Tout cela formait une bande-son soigneusement orchestrée, conçue pour apaiser les égos du 1%. L'air sentait le café cher légèrement brûlé et une faible solution de nettoyage à base d'agrumes. Docteur. Ariane Delorme était assise dans un fauteuil en cuir à dossier haut, une jambe croisée sur l'autre, observant. Elle était un fantôme dans cet environnement, non pas parce qu'elle n'y appartenait pas, mais parce qu'elle refusait de participer à la parade ostentatoire qui définissait des endroits comme celui-ci. Sa tenue était l'incarnation de la richesse discrète. Elle ne portait aucun logo, aucun Gucci ou Vuitton criard. Au lieu de cela, elle était drapée d'un simple ensemble en cachemire gris anthracite de l'Europiana. Un vêtement qui coûtait plus que le salaire mensuel de l'employé, qui polissait les verres derrière le bar en marbre. Ses seuls bijoux étaient une simple et élégante montre Cartier Tank-Casson, poignet gauche et une modeste boucle en diamant à chaque oreille. Ses cheveux étaient tirés en un chignon impeccable et efficace. Sur le sol, à côté d'elle, se trouvait un sac de voyage en cuir brun foncé et non structuré 2 euros. Pour l'œil non averti, elle était une femme noire bien habillée mais finalement quelconque. Pour l'œil averti, celui qui comprenait les tissus et l'artisanat. Elle était sans équivoque, terriblement riche. Malheureusement, le salon était rempli de non-initiés. Ariane avait 42 ans et était la fondatrice, PDG et unique associée gérante de Delorme Stratos Venture, une société de capital investissement si grande et si discrète qu'on la surnommait souvent la banque de l'ombre. Elle se spécialisait dans l'acquisition d'industries traditionnelles, transport maritime, textile et, plus récemment, l'aviation et les revitaliser avec une efficacité technologique brutale. Sa dernière acquisition, réalisée par le biais d'une série complexe de sociétés écrans, était une participation de 49% dans Air Transatlantique, la compagnie aérienne même qu'elle s'apprêtait à emprunter. Elle se rendait à Londres pour finaliser le projet Atlas, l'absorption complète d'une petite compagnie aérienne européenne concurrente. C'était une prise de contrôle hostile qu'elle préparait depuis 18 mois. C'était, pour le dire simplement, la transaction la plus importante de sa vie, celle qui la consacrerait comme l'une des PDG les plus puissantes, bien qu'invisible, au monde. Un homme de l'autre côté de l'atrium, le visage rubicond et bruyant, criait dans son téléphone à propos de sa tranche de 50 millions d'euros et de la manière dont ses gars chez BNP Paribas allaient tout écraser. Ariane soupira. L'argent nouveau, pensa-t-elle, crie toujours le plus fort. Elle consulta sa montre. 19h30. Son vol, AT101, allait bientôt embarquer. Elle était réservée en ANA, la suite Farapex, une cabine privée tout à l'avant du 777. C'était son siège non seulement par réservation, mais par propriété. Elle avait aidé à concevoir cette fichue chose, jusqu'au nombre de fils des draps et à la marque de champagne Krug, pas le Dom Pérignon plus tape à l'œil. Elle appréciait ce temps avant le vol. C'était le dernier moment de calme avant le chaos contrôlé du vol et la guerre corporative qui l'attendait à Londres. Elle ferma les yeux, non pas pour dormir, mais pour visualiser la salle de réunion, pour passer en revue les chiffres, les arguments, les points faibles du conseil d'administration adverse. Elle visualisa la victoire. Embarquement pour le vol Air Transatlantique 101 à destination de Londres Heathrow, commençant par nos passagers de la suite Apex et de la première classe, porte 12. La voix automatisée, douce et impersonnelle, brisa sa concentration. Ariane se leva, prit son sac et se dirigea silencieusement vers la porte. Elle contourna la foule de passagers déjà en train de se former. Utilisant la voix VIP discrète et non marquée qui scanna son billet d'embarquement avec un bip silencieux, elle descendit le tunnel stérile de la passerelle d'embarquement. La moquette industrielle étouffant ses pas. Elle fut la première passagère à monter. Bienvenue à bord, docteur Delorme. Un jeune steward au sourire nerveux mais authentique l'accueillit. Son badge indiquait Benoît. Par ici. Puis-je prendre votre sac? Merci, Benoît. Je vais le garder avec moi, répondit-elle, sa voix basse et chaleureuse. Elle tourna à gauche dans la cabine exclusive à l'avant. Le siège Anna était magnifique. C'était moins un siège qu'un petit appartement, un cocon privé au mur avec un fauteuil inclinable.
Un siège visiteur séparé, un minibar rempli d'eau pétillante et de jus, et un grand moniteur de 81 cm. Le kit d'agrément, un petit étui en cuir de J.O. Malone, reposait soigneusement sur la console en bois verni. Ariane se glissa dans le siège, le coussin en velours moelleux soupirant sous elle. Elle plaça son sac sous l'ottoman et sortit un simple carnet en cuir et un stylo. Benoît apparut un instant plus tard. « Puis-je vous offrir une boisson avant le départ, docteur ? Delorme ? Nous avons le Krug 2004. Juste une eau pétillante avec une tranche de citron vert, s'il vous plaît, Benoît. Merci. Bien sûr. » Il revint quelques instants plus tard, plaçant la boisson sur un dessous de verre en lin. « Nous allons repousser dans environ 45 minutes. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, Benoît. » Ariane lui adressa un petit sourire reconnaissant. Voilà, pensa-t-elle, c'est du bon service discret, poli, respectueux. Elle prit une gorgée d'eau et ouvrit son carnet, commençant à noter ses dernières réflexions sur la fusion. La cabine commença à se remplir. Les bruits lointains de valises qui s'entrechoquent, de conversations bruyantes et d'enfants agités filtraient depuis la cabine principale. Ici, dans la suite Apex, c'était paisible. Elle entendit la chef de cabine, une femme à la voix aiguë et coupante, accueillir d'autres passagers dans la section première classe derrière elle. « Monsieur Rousseau, si heureux de vous revoir. Par ici, le 2 était magnifique. Sénateur, bienvenue. Votre habitude, monsieur. » Ariane n'y prêta aucune attention. Elle était déjà plongée dans son travail. L'avion était son bureau, son sanctuaire. Aujourd'hui, cependant, ce sanctuaire allait être violé. Développement. Le processus d'embarquement touchait à sa fin lorsqu'une perturbation se propagea dans la cabine première classe tranquille. Une voix forte et arrogante trancha le calme. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mon siège est occupé. Je suis en 1A. 1A, la suite Apex. J'ai payé pour ce siège. » Ariane leva les yeux de ses notes, fronçant légèrement les sourcils. Debout dans l'allée, gesticulant frénétiquement, se tenait le même homme au visage rubicond du salon. Il était grand, transpirant légèrement dans un costume serruti serré et apparemment coûteux. Il tenait une carte d'embarquement dans une main et son téléphone dans l'autre, dans lequel il parlait encore inexplicablement. « Je m'en fiche. Achetez les actions. Je t'appellerai de la voiture à Londres. Je dois gérer ça. » Il aboya dans l'appareil avant de le fourrer dans sa poche. Ses yeux se posèrent sur Ariane. Il ne vit pas une PDG. Il ne vit pas la copropriétaire de la compagnie aérienne. Il vit une femme noire en survêtement assise dans son siège. Son visage, déjà rubicond, s'assombrit d'une indignation particulière et privilégiée. Il ne parla pas à Ariane. Il hurla au-delà d'elle vers l'office. « Chef de cabine, venez ici. Il y a quelqu'un dans mon siège. » Une femme en uniforme bleu marine élégant d'Air Transatlantique, ses cheveux blonds tirés en un chignon sévère, se précipita en avant. Son badge indiquait Sylvie Mercier et son visage était un masque d'efficacité stressée. Elle était la chef de cabine principale, la maîtresse de ce tube métallique. « Monsieur, veuillez vous calmer. » Qu'elle semble être le. Elle s'arrêta lorsqu'elle vit l'homme. Son expression changea instantanément de l'agacement à une déférence feinte et pratiquée. « Oh, monsieur Duval. Monsieur Henri Duval. C'est merveilleux de vous avoir à bord. » Henri Duval, de Duval Capital, était une célébrité mineure dans le monde financier, connu davantage pour son activisme actionnarial, un terme poli pour pillage d'entreprise, que pour son succès réel. Il était cependant membre platine élite d'AT, et il brandissait ce statut comme une arme. « Sylvie, » aboya-t-il, « ravi de vous voir. Maintenant, pourquoi est-elle dans mon siège ? Je suis réservé en 1A. » Sylvie Mercier regarda Ariane. Ses yeux firent un balayage rapide et dédaigneux. Elle enregistra le survêtement, la coiffure simple, la femme. Son sourire professionnel devint une ligne mince et serrée. Ce n'était pas l'une de ses habituées. Ce n'était pas un sénateur, un titan des fonds spéculatifs ou une star de cinéma. C'était à ses yeux une erreur, madame, dit Sylvie, sa voix dégoulinant de condescendance. J'ai bien peur qu'il y ait eu un malentendu. C'est le siège de monsieur Duval. Ariane n'éleva pas la voix. Elle regarda simplement la chef de cabine avec un regard calme et nivelé. Bonsoir. Ma carte d'embarquement indique 1A. Je suis docteur Ariane Delorme. Docteur ? Se moqua Duval, un sourire vraiment laid tordant ses lèvres. En quoi ? En vannerie ? Écoutez, ma jolie, je ne sais pas quel genre de billet copain vous avez arnaqué, mais c'est mon siège. Maintenant, bougez. L'utilisation de ma jolie fut une étincelle sur de l'amadou. Ariane sentit un resserrement froid familier dans son estomac, mais son expression resta neutre. Il n'y a aucune arnaque, monsieur Duval, dit Ariane, sa voix claire et froide. Je suis une passagère payante. Veuillez vérifier votre carte d'embarquement. Peut-être vous êtes-vous trompé. Trompé ? Rugit-il.
Je ne me trompe jamais. Sylvie, réglez ça. Je veux qu'elle soit déplacée. Sylvie se retourna vers Ariane, son visage se durcissant. Elle était clairement intimidée par Duval et tout aussi clairement préjugée contre Ariane. C'était une combinaison toxique. Madame, je vais avoir besoin de voir votre carte d'embarquement, exigea Sylvie. Ariane tendit son téléphone, le billet numérique clairement affiché. Delorme assiégea. Sylvie y jeta à peine un coup d'œil. Il doit y avoir un bug système. Le manifeste indique clairement Monsieur Duval dans cette suite. C'est la suite Apex, madame. Elle est réservée à nos clients les plus exclusifs. L'implication était claire. Et vous n'en faites pas partie. Je sais comment s'appelle la suite, dit Ariane, la température de sa voix chutant de plusieurs degrés. J'y suis. C'est mon siège. Je ne bougerai pas. C'est ridicule, cria Duval, provoquant le regard des passagers dans les rangées derrière. Je suis en route pour la réunion du projet Atlas à Londres. Je ne peux pas être retardé par cette absurdité. Sylvie, allez-vous la laisser me manquer de respect? Le sang d'Ariane se glaça. Projet Atlas. Duval n'était pas censé être impliqué. C'était un prédateur, un vautour. S'il essayait d'obtenir une place à la table, cela signifiait qu'il prévoyait de perturber sa prise de contrôle. Ce vol venait de devenir infiniment plus compliqué. Cette nouvelle information changea son calcul. Un combat public, un retard, l'intervention de la sécurité, tout cela nourrirait l'ego de Duval. Et plus important encore, cela la retarderait. Si elle manquait sa réunion préliminaire de 9 heures, tout son calendrier pourrait être compromis. Duval, réalisa-t-elle, pourrait même essayer de la provoquer pour la faire expulser du vol. Sylvie, pendant ce temps, avait fait son propre calcul. Monsieur Duval, le gros poisson connu, contre une femme noire inconnue. Ce n'était pas un concours, madame, dit Sylvie, sa voix maintenant tranchante et dépourvue de toute fausse politesse. Nous avons un siège merveilleux pour vous dans notre section économie premium. Je l'ai déjà arrangé. Siège 22 bytes. Ariane la fixa. Économie premium. 22 bytes. C'est un siège du milieu. C'est tout ce que nous avons de disponible. Mentit Sylvie, son visage un masque d'indifférence. Le vol est complètement plein. Maintenant, si vous voulez bien rassembler vos affaires, nous devons fermer la porte de la cabine. Je ne bougerai pas en économie premium, déclara Ariane catégoriquement. Je vais m'asseoir dans le siège que j'ai payé. Ou plutôt, le siège que je possède. Sylvie et Duval scièrent tous les deux à cela. Possède? Ricana Sylvie. Madame, c'est absurde. S'il vous plaît, ne rendez pas cela difficile. Je rends cela très simple, dit Ariane. C'est mon siège. Duval s'avança, son visage à quelques centimètres du sien. Écoutez, je ne sais pas qui vous pensez être, mais vous retardez un 777. Vous me retardez. Sylvie, appelez la porte. Faites venir la sécurité. Je veux qu'elle soit expulsée de cet avion. Dites-leur qu'elle est perturbatrice. C'est exactement ce que je vais faire, dit Sylvie en sortant son combiné. Madame, c'est votre dernier avertissement. Soit vous vous déplacez en 22 bytes, soit vous serez débarqué par la police de l'aéroport, et je vous assure que nous porterons plainte. C'était le moment critique. Ariane regarda le visage suffisant et triomphant de Duval. Elle regarda le regard froid et dédaigneux de Sylvie. Et elle regarda le jeune steward, Benoît, qui planait près de l'office, le visage pâle d'horreur, se tordant les mains. Il savait que c'était mal, mais il n'était qu'un enfant dans ce jeu de pouvoir. Ariane prit sa décision. La bataille n'était pas ici. La bataille était à Londres. Gagner cet argument signifiait perdre la guerre. Un retard, une arrestation, même injuste, serait catastrophique pour le projet Atlas. Elle subirait l'humiliation. Elle avalerait la rage. Et elle la transformerait en carburant. Lentement, délibérément, Ariane Delorme se leva. Elle prit son carnet en cuir et son stylo. Elle regarda Sylvie Mercier droit dans les yeux. « Quel est votre nom complet ?» demanda-t-elle. La chef de cabine fut prise au dépourvu. « Quoi ? Votre nom complet ? Sylvie. Sylvie Mercier. » Le regard d'Ariane se déplaça vers l'homme qui avait tout déclenché. « Et vous êtes Henri Duval de Duval Capital. » Duval se gonfla. « C'est exact. Et ne l'oubliez pas. »« Oh, je n'oublierai pas. » dit Ariane, sa voix une promesse basse et dangereuse. « Je n'oublierai pas une seule seconde de ceci. » Elle se tourna vers le steward au visage pâle. « Et vous, jeune homme ? » ?»« Benoît, madame. Benoît Cartier. »« Merci, monsieur Cartier. » dit-elle avec un hochement de tête. Sans un autre mot, Ariane Delorme prit son sac à plusieurs milliers d'euros. Elle sortit de la suite Apex, passa la cabine première classe, traversa l'office et écarta le rideau séparant les classes. Elle marcha dans l'allée, passa les rangées de classes affaires, passa le panneau Prem, et entra dans la cabine économique exiguë et chaotique. Elle trouva le 22 bytes.
Un siège du milieu flanqué d'un homme qui ronflait et d'une femme qui avait déjà enlevé ses chaussures. Alors qu'elle s'asseyait, elle entendit le rideau de la première classe se refermer. Un instant plus tard, elle entendit un rire triomphant faible résonner de l'avant de l'avion. C'était Henri Duval célébrant sa victoire. Les portes de la cabine se fermèrent. Les moteurs commencèrent à gémir. Ariane Delorme était assise dans l'obscurité, son carnet sur ses genoux. Et elle commença à écrire. L'indignité du siège 22 bytes était une agression physique. Les accoudoirs étaient une zone de guerre. L'homme à sa droite, déjà endormi avant le décollage, était un homme grand et charnu qui ronflait comme un moteur mourant et qui continuait à s'affaisser sur son épaule. La femme à sa gauche tapait furieusement sur un ordinateur portable brillamment éclairé. Le clac-clac-clac des touches formant un contre-rythme énervant au bourdonnement du moteur. Le siège lui-même était un chef-d'œuvre d'ingénierie cruelle, conçu pour extraire un profit maximal en infligeant un inconfort maximal. Ariane, qui mesurait 1,78 m, trouva ses genoux coincés contre le siège devant elle. L'air était vicié, sentant le kérosène et la nourriture réchauffée au micro-ondes. Une autre personne aurait enragé. Une autre personne aurait pleuré. Une autre personne aurait fait signe à un steward et aurait exigé, au minimum, un remboursement. Ariane Delorme ne fit rien de tout cela. Sa colère n'était pas une chose chaude et explosive. C'était un élément froid, dense et lourd, comme de l'uranium. Elle était patiente. Et elle était ficile. Elle était testée. L'univers, dans sa sagesse cruelle et infinie, testait sa résolution avant le plus grand combat de sa carrière. Elle avait fait face à cela toute sa vie. Le conseiller universitaire qui lui avait dit que la finance n'était pas pour les filles comme elle. Les banquiers qui avaient refusé son premier prêt d'amorçage pour la voir ensuite bâtir un empire sans eux. Les membres du conseil d'administration du vieux club de garçons qui avaient confondu son observation silencieuse avec de la faiblesse, juste avant qu'elle ne liquide leurs actifs et ne les licencie. Cette humiliation à 10 000 mètres n'était qu'un autre point de données. C'était du carburant. L'avion se nivela. Le signal de ceinture de sécurité bipa. Ariane sortit son MacBook Pro 14 pouces de son sac. La femme à côté d'elle y jeta un coup d'œil. Puis à Ariane, ses yeux s'élargissant légèrement en reconnaissant la machine haut de gamme qui semblait tellement déplacée avec la femme en survêtement dans un siège du milieu. Ariane paya les exorbitants 40 € pour le Wi-Fi en vol orange. La connexion était lente, atrocement lente, mais stable. Elle ouvrit son client de messagerie crypté et commença à construire son dossier. Son premier email était destiné à son équipe juridique personnelle. Chez Delorme Stratos. A légal, Delorme Stratos. Comme c'est. A. Delorme. Prive Delorme Strato. Comme objet. Rapport d'incident à T101. CDG LHR 20 octobre 2025 Corps. Équipe. Je suis actuellement à bord d'AT101 en route vers Londres. Je ne suis pas dans mon siège réservé à Apex. J'ai été expulsé de force de mon siège par la chef de cabine principale Sylvie Mercier pour accommoder un autre passager. Henri Duval de Duval Capital. L'incident était fondé sur un préjugé racial et de classe explicite. Monsieur Duval m'a appelé ma jolie et m'a accusé d'avoir arnaqué un billet copain. La chef de cabine a soutenu sa revendication, a qualifié mon billet de bog et m'a menacé de me faire retirer de l'avion par la police de l'aéroport si je ne me déplaçais pas vers un siège du milieu en économie premium, 22 bytes, où je suis actuellement assise. J'ai besoin des éléments suivants à mon arrivée. 1. Un dossier complet sur Sylvie Mercier historique d'emploi. Évaluation de performance et toute plainte antérieure de nature similaire. 2. Un dossier complet sur Henri Duval. En particulier sa connexion au projet Atlas. J'ai des raisons de croire qu'il tente d'interférer avec l'acquisition. Découvrez qui il rencontre à Londres. 3. Une plainte civile préparée projet de plainte pour discrimination raciale, diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle contre Sylvie Mercier et Henri Duval. 4. Un manifeste complet des passagers pour AT101. Je gérerai la réponse corporative interne d'AT. Je gérerai les intérêts commerciaux de Monsieur Duval. Vous gérerez le cadre juridique de leur démantèlement. Ceci est une priorité niveau rouge. Adèle appuya sur envoyer. Le petit son swoosh était profondément satisfaisant. Son deuxième email était destiné à la seule personne au monde qui était, sur le papier, son égal dans la compagnie aérienne. A. Lord Laurent Fincholding. Ou qu'objet urge et confidentiel attestant un incident partie prenante au corps, Laurent, un développement. Je suis actuellement à bord d'AT101, volant en siège 22 bytes. J'ai été expulsé de ma suite 1A par votre chef de cabine, Sylvie Mercier, à la demande d'un autre passager, Henri Duval. La rencontre fut désagréable et ouvertement raciste. Il semblerait que Monsieur Duval soit également en route pour perturber la transaction.
Atlas. J'invoque mon privilège complet de partie prenante. Je veux une réunion d'urgence salle 07. Au QG de Heathrow. Je veux que tout le conseil exécutif d'AT soit présent. Je veux le PDG, Claude Masson. Je veux la directrice des services en vol, Sophie Dubois. Je veux votre chef de la sécurité d'entreprise. Je veux également que vous déteniez Henri Duval à l'atterrissage. Utilisez le prétexte que vous jugez nécessaire une alerte douanière, une alerte de sécurité. Je m'en fiche. Je veux qu'il soit amené à cette réunion salle 07. Et Laurent, découvrez où se trouve Sylvie Mercier. Je la veux, elle et tout son équipage, à cette réunion également. Ceci n'est plus seulement une question de fusion. C'est une question de culture de l'entreprise que nous possédons. Et je vais la démolir jusqu'aux fondations. À cette heure, Arianel envoya celui-là aussi. 2 piliers du piège étaient posés. Maintenant, le 3e. Elle avait besoin d'un témoin. Elle composa un 3e email, ses doigts volants. Elle devait deviner le format de l'email d'entreprise. Mais elle était confiante. Ah Benoît. Cartier, à Transatlantique Cabine. Frobjet, demande de rapport formel incident attestant un confidentiel corps. Monsieur Cartier. Vous avez été témoin de l'interaction entre moi-même. Monsieur Duval et la chef de cabine Mercier à la porte du ANA ce soir. Mon nom est docteur Ariane Delorme. Je suis cadre supérieur de la société mère, Holding d'Air Transatlantique. Ce que vous avez vu constitue une violation grave de la politique de l'entreprise et de la loi fédérale anti-discrimination. Je vous demande formellement votre rapport écrit de l'incident. J'ai besoin que vous détailliez, au meilleur de votre souvenir, chaque mot prononcé par toutes les parties. J'ai besoin de votre évaluation professionnelle de la situation. Monsieur Cartier, je suis bien consciente de la position difficile dans laquelle vous vous trouviez. Votre chef de cabine a créé un environnement hostile pour les passagers et, je le suspecte, pour son équipage. Votre compte-rendu honnête et détaillé de cet événement sera reçu directement par moi et par le conseil exécutif d'AT. Votre intégrité sera notée. Je vous l'assure, récompensée. Veuillez compléter ce rapport avant notre atterrissage et me l'envoyer directement. N'en discutez pas avec Madame Mercier ou tout autre membre d'équipage. Votre avenir avec cette compagnie aérienne dépend de votre honnêteté. Docteur Ariane Delorme Stratos. Venturecel appuya sur envoyer. Pendant les 6 heures suivantes, Ariane ne dormit pas. Elle but l'eau tiède offerte par les stewards de l'économie. Elle mangea un bretzel rassis. Et elle travailla. Elle révisa la présentation finale d'Atlas, annota les documents juridiques et se prépara pour une guerre sur 2 fronts. Elle ressentit une étrange clarté froide. Duval et Mercier avaient eu l'intention de l'humilier, de la remettre à sa place. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient pas simplement insulté une passagère, ils avaient insulté la propriétaire. Et ce faisant, ils lui avaient donné l'arme même dont elle avait besoin. Duval pensait qu'il volait vers Londres pour braconner sa transaction. Il n'avait aucune idée qu'il volait vers sa propre exécution. Dans l'office avant, se cachant derrière le mince rideau séparant la première classe du reste du monde, Benoît Cartier tremblait. Il avait 23 ans. C'était son emploi de rêve, ou du moins la porte vers celui-ci. Il voulait voir le monde, et Air Transatlantique avait été son ticket de sortie d'une petite ville de Bretagne. Il volait depuis 6 mois. Sylvie Mercier avait été sa chef de cabine, sa patronne sur la moitié de ses vols. Il la méprisait. C'était une tyran en costume bleu marine. Elle était obséquieuse envers les passagers riches et importants de la cabine avant et ouvertement cruelle envers ceux de l'arrière. Elle était encore pire avec son équipage junior, en particulier Benoît. Elle se moquait de sa politesse, critiquait son uniforme et semblait prendre un plaisir sadique à pointer ses erreurs mineures devant les passagers. Ce qu'il venait de voir, cependant, était un nouveau niveau de malveillance. Il avait vu Docteur Delorme embarquer. Il l'avait servi l'eau pétillante. Il avait été frappé par elle. Elle était calme. Elle avait une sorte de calme puissant et silencieux auquel il n'était pas habitué. Elle l'avait regardé dans les yeux. Elle l'avait appelé par son nom. Dans son expérience, les passagers en ANA reconnaissaient rarement l'équipage comme humain. Puis Henri Duval était arrivé, un homme que Benoît reconnaissait de vols précédents. Duval était un cauchemar. Il était exigeant, lubrique et perpétuellement insatisfait. Et Sylvie l'adorait. Elle l'avait dorloté, avait ri de ses blagues terribles, et maintenant elle avait retiré une passagère payante de son siège pour lui. Benoît avait entendu chaque mot. Billet copain, ma jolie. Allez-vous la laisser me manquer de respect? Il avait vu le racisme froid et calculé. Il avait vu le mensonge de Sylvie concernant l'économie prêt mettant la seule option. Benoît savait pertinemment qu'il y avait un siège vide en classe à faire, 7G, mais Sylvie avait délibérément, punitivement envoyé Docteur Delorme dans la pire partie de l'avion. Maintenant, Sylvie était de retour dans l'office, versant à Monsieur Duval un grand verre de Krug.
Je n'arrive tout simplement pas à croire le culot de certaines personnes, disait Sylvie, sa voix un murmure venimeux. Essayez de se faufiler dans la suite Apex en survêtement. Elle espérait probablement que personne ne remarquerait. Vous avez géré cela parfaitement, Sylvie. Bouma la voix de Duval depuis la suite. Absolument parfaitement. Je vais envoyer une lettre à... Qui est votre patron? Claude Masson. Je vais envoyer une lettre à Masson lui-même. Lui dire que vous méritez une prime pour avoir géré cet élément. Oh, monsieur Duval, c'est si gentil de votre part. Roucoula Sylvie. C'est juste. C'est une question de standard, vous savez. Nous devons maintenir l'intégrité de la cabine première classe. Elle n'est tout simplement pas pour tout le monde. Benoît se sentit mal. Il s'occupa à essuyer un comptoir déjà propre. Toi, garçon, claqua Sylvie en le voyant. Qu'est-ce que tu fais à rôder? Je nettoie juste, Sylvie. Bégaya Benoît. Eh bien, arrête de traîner et va faire une tournée de économie. Et vérifie notre invitée en 22 bytes. Assure-toi qu'elle ne cause pas de problème là-bas. Elle rit, un son bref et aboyant. Benoît hocha la tête, son visage brûlant de honte. Il attrapa le pichet d'eau et s'enfuit à travers le rideau. Il marcha sur toute la longueur de la cabine sombre. Lorsqu'il arriva à la rangée 22, il vit Docteur Delorme. Elle ne causait pas de problème. Elle ne dormait pas. Elle travaillait. Son ordinateur portable était ouvert, son visage illuminé par la lueur de l'écran. Elle parcourait ce qui ressemblait à des documents juridiques complexes. Son expression était d'une concentration intense, dure comme un diamant. Elle leva les yeux alors que Benoît s'approchait. « Madame » murmura-t-il. « Docteur Delorme, puis-je vous apporter quelque chose? De l'eau? Une couverture? J'ai un oreiller supplémentaire de la classe à faire. Je pourrais. » Ariane le regarda, ses yeux scrutant les siens. Elle vit sa peur, sa culpabilité, sa décence. « Merci, Benoît, » dit-elle doucement, sa voix juste pour lui. Une bouteille d'eau serait adorable. Et cet oreiller, si ce n'est pas trop de problème. Tout de suite, madame, dit-il en s'éloignant rapidement. Il revint une minute plus tard avec l'eau et l'oreiller. Alors qu'il les lui tendait, il se pencha, sa voix à peine audible. Docteur Delorme, je suis tellement désolé. Ce qu'il a fait, ce qu'ils ont dit. C'était mal. Ariane lui adressa un petit sourire triste. Je sais. Et je sais que vous le saviez aussi. J'aurais dû dire quelque chose, murmura-t-il, sa voix se brisant. Mais Sylvie, elle me licencierait. Je comprends, Benoît, dit Ariane. Mais la nuit n'est pas terminée. Elle fit une pause. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Vérifiez votre email d'entreprise. Je vous ai envoyé une demande. Exécutez-la. Soyez honnête. Soyez détaillé. Votre emploi sera protégé. Je vous en donne ma parole. Les yeux de Benoît s'élargirent. Son email d'entreprise. Elle lui a envoyé un email. Comment le savait-elle même? Il hocha la tête, une nouvelle énergie nerveuse le remplissant. Oui, madame. Je le ferai. Il se retira dans l'office arrière, un espace minuscule et exigu à la queue de l'avion. Il sortit son téléphone fourni par l'entreprise et se connecta à son email. C'était là. Demande de rapport formel de docteur. Ariane Delorme, Delorme Stratos Venture. Il chercha l'entreprise sur Google. Son sang se glaça. Delorme Stratos Venture, société de capital investissement multimilliardaire, spécialisée dans le transport et l'aviation. Il chercha son nom. Docteur Ariane Delorme, la PDG de l'ombre. Il cliqua sur un article du Figaro Économie intitulé Le nouveau visage de l'aviation, l'acheteuse mystère datée. L'article était spéculatif, mais il mentionnait Delorme Stratos comme l'entreprise probable derrière l'acquisition récente de 49% d'Air Transatlantique. Benoît posa son téléphone, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine taper. Il venait de servir de l'eau à la propriétaire de la compagnie aérienne. Et Sylvie Mercier venait de l'envoyer dans un siège du milieu en économie. Benoît ouvrit un nouveau document. Il regarda à nouveau l'email d'Ariane. Votre avenir avec cette compagnie aérienne dépend de votre honnêteté. Il prit une profonde inspiration stabilisatrice. Et il commença à écrire. Il écrivit billet copain. Il écrivit ma jolie. Il écrivit perturbatrice et élément et arnaqué. Il détailla comment Sylvie avait menti sur le vol étant complet. Il décrivit l'agression de Duval et l'encouragement obséquieux de Sylvie. Il écrivit pendant près d'une heure, ses doigts volants. Il documenta tout. Lorsqu'il eut terminé, il le relut une fois, l'attacha et l'envoya directement à Ariane Delorme. Il ressentit une vague d'adrénaline terrifiante et libératrice. Il venait de signer l'arrêt de mort de Sylvie Mercier. Ou tout aussi probablement, le sien. Il retourna à son poste, son cœur battant un trou dans sa poitrine. Conclusionna descente vers Heathrow fut turbulente.
Le 777 trembla et chuta, provoquant quelques cris de passagers. Ariane le remarqua à peine. Elle avait fixé le lever du soleil, une traînée grise et rose terne au-dessus de l'Atlantique pendant 1 heure. Son ordinateur portable était fermé. Son carnet était rangé. Elle avait reçu le rapport de Benoît Cartier. Il était, comme elle l'avait espéré, méticuleux, détaillé et accablant. L'avion toucha le sol avec une escousse et un cri d'un verseur de poussée alors qu'il roulait à travers le labyrinthe sans fin d'Heathrow. La cabine s'éclaircit avec la lumière grise plate d'un matin londonien. Le bing du signal de ceinture de sécurité fut le signal de la ruée dans toute la cabine. Les gens se levèrent d'un bond, attrapant des sacs, se poussant dans l'allée. Ariane, en 22 bytes, était piégée. Elle ne ressentait aucune urgence. Elle s'assit et attendit. Elle savait exactement ce qui se passait à l'avant de l'avion. Dans la cabine première classe, Sylvie Mercier était tout sourire, aidant personnellement Henri Duval avec son manteau. « Merci encore pour un vol si merveilleux, monsieur Duval », dit-elle, sa voix lumineuse. « J'espère que le désagrément précédent ne l'a pas gâché. »« Pas du tout, Sylvie. » bouma Duval en lui tapant l'épaule. « Vous avez été une vraie professionnelle. Je ne l'oublierai pas. Cette lettre à Masson est comme envoyée. Vous êtes trop gentil, monsieur. Nous vous verrons sur votre vol de retour, j'espère. Absolument. Et je m'attends à ce que vous soyez de service, dit-il avec un clin d'œil. Ils partagèrent un autre rire. Alors que la porte de la cabine s'ouvrit, Duval se pavana hors de l'avion, le premier à sortir. Sylvie se tourna vers son équipage. Bon, nettoyons cette cabine. Benoît, arrête de traîner et récupère les chariots de service. Benoît, le visage pâle mais déterminé, hocha simplement la tête. Oui, Sylvie. Dans la rangée 22, Ariane se leva finalement alors que l'allée se vidait. Elle sortit son sac du compartiment supérieur et marcha lentement à contre-courant des derniers passagers débarquant vers l'avant. Alors qu'elle passait l'office, elle vit Sylvie Mercier. Leurs yeux se croisèrent. Le visage de Sylvie était un masque de pur mépris non adultéré. Le sourire professionnel avait disparu, remplacé par un rictus. « Mon vol, madame ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Ariane ne répondit pas. Elle tint simplement son regard, ses yeux froids et analytiques. Elle le tint pendant 1, 2, 3 longues secondes. Le rictus de Sylvie vacilla, un éclair d'incertitude passant dans ses yeux. Qui était cette femme qui pouvait la regarder ainsi après avoir été si complètement vaincue? Ariane ne dit rien. Elle se tourna simplement et descendit de l'avion. La passerelle d'embarquement était fraîche. Elle entra dans le terminal, ses yeux scannant. Elle ne cherchait pas la zone d'arrivée principale. Elle cherchait son contact. Un homme dans un costume gris foncé impeccablement taillé de Savile ressortit de derrière un pilier. Il était grand, mince et tenait un petit panneau numérique discret qui disait simplement Delorme. « Docteur Delorme ?» demanda-t-il, sa voix un accent britannique poli de classe supérieure. « C'est moi, » dit Ariane. « Richard Powell du bureau de Lord Laurent. Il envoie ses profondes excuses pour votre voyage. La voiture attend à l'entrée diplomatique. Nous serons au siège dans 10 minutes. » Merci, Richard. La réunion est-elle organisée? Oui, docteur. L'ensemble du comité exécutif est assemblé. Ils attendent votre arrivée. Bien. Alors que Richard prenait son sac, Ariane jeta un coup d'œil en arrière à travers le mur de verre de la passerelle. Elle pouvait juste voir Sylvie Mercier riant avec un autre steward à l'intérieur de la porte de l'avion. De son point de vue, Sylvie ne pouvait pas voir le costume de Savile Row, la sortie diplomatique ou la Bentley Mulsanne noire qui attendait sur le tarmac. Tout ce qu'elle voyait, c'était la femme en survêtement disparaissant dans la foule. Et elle l'oublia rapidement. Pendant ce temps, au contrôle des passeports, Henri Duval vivait une expérience très différente. Alors qu'il présentait son passeport, une lumière rouge clignota sur l'écran de l'officier. « Monsieur Henri Duval », dit l'officier, son ton plat. « Oui, y a-t-il un problème ?» dit Duval, agacé. « Monsieur, je vais devoir vous demander de passer par ici. Vous avez été signalé pour un contrôle de sécurité secondaire aléatoire. » Un quoi? C'est scandaleux. Je suis ici pour une réunion vitale. J'exige de parler à votre supérieur. Veuillez me suivre, monsieur, dit l'officier, sa main se déplaçant vers sa ceinture. 2 autres officiers en uniforme apparurent. Maintenant, le visage de Duval prit une teinte de violet qu'Ariane aurait apprécié. Vous aurez de mes avocats, beugla-t-il alors qu'il était escorté, non pas vers la zone d'arrivée, mais vers une petite pièce sans fenêtre au fond du terminal. Le piège était déclenché. Le siège corporatif d'Air Transatlantique était un monolithe de verre et d'acier près du terminal 5 d'Heathrow, conçu pour ressembler à une aile d'avion. Lorsque Ariane Delorme entra dans la salle de réunion du dernier étage à 7h03, l'effet fut celui d'un prédateur entrant dans un enclos. La pièce était silencieuse.
La longue table en acajou poli était remplie des personnes les plus puissantes de la compagnie aérienne. Claude Masson, le PDG, un homme qui se targuait de ses stratégies de redressement. Sophie Dubois, la directrice des services en vol, qui semblait ne pas avoir dormi. Le chef juridique, le chef des RH et le chef de la sécurité d'entreprise. À la tête de la table se tenait Lord Laurent Finch, l'aristocrate de 70 ans qui représentait l'autre moitié de la compagnie aérienne. C'était un homme de classe d'ancien monde, et il semblait positivement meurtrier. Il se leva lorsqu'Ariane entra. « Ariane » dit-il, sa voix sombre. Il s'approcha et prit ses mains. « Ma chère, au nom de toute cette entreprise, je suis… Il n'y a pas de mots. Je suis horrifié, dégoûté. » Ariane retira doucement ses mains. « Gardez vos excuses, Laurent. Je ne suis pas ici pour des excuses. Je suis ici pour une remédiation. Claude, dit-elle, sa voix tranchant à travers la pièce. Claude Masson, le PDG, bondit sur ses pieds. Docteur Delorme, nous. C'est un échec impardonnable. Un système. Ce n'est pas un échec système, Claude, dit Ariane en se dirigeant vers la station de café et en se versant un café noir. Un système ne m'a pas appelé ma jolie. Un système ne m'a pas menacé. Un système n'a pas ri de mon humiliation. Une personne l'a fait. Une personne que vous avez embauchée. Une personne que vous avez formée. Une personne qui, je le suspecte, reflète une culture profondément pourrie de privilèges et de préjugés que vous avez laissé pourrir dans cette compagnie aérienne. Notre compagnie aérienne. Elle prit une gorgée de café. Le silence dans la pièce était absolu. Tout le monde fixait cette femme en survêtement en cachemire qui dirigeait maintenant très clairement le spectacle. Donc, voici ce qui va se passer, dit-elle en se tournant vers la table. Premièrement, l'équipage. Sophie Dubois, la directrice des services en vol, parla, sa voix tremblante. Docteur Delorme, ils sont en route. On leur a dit que c'était une évaluation de performance surprise pour leur gestion d'un VIP. Ariane faillit sourire, comme c'est approprié. Et monsieur Duval? Le chef de la sécurité se racla la gorge. Il est sous notre garde. Il n'a pas coopéré. Il est actuellement dans la salle de détention B, hurlant à propos de ses avocats. Il croit que c'est une action gouvernementale. Excellent, dit Ariane. Et le projet Atlas? Laurent se racla la gorge. Il était, comme vous le soupçonniez, en train de tenter une perturbation de dernière minute. Il avait fait pression sur 2 des actionnaires minoritaires, essayant de les convaincre que votre offre était une sous-évaluation. Il prévoyait de présenter une contre-offre cet après-midi. Il prévoyait, dit Ariane, sa voix légère. Eh bien, il va être un peu occupé. Elle s'assit à la tête de la table, en face de Laurent. Bon, faites-les entrer. Sophie, vous d'abord. Sophie Dubois hocha la tête, son visage pâle. Docteur Delorme, avant qu'il n'arrive. J'ai consulté le dossier de Madame Mercier. Ce n'est pas bon. 17 plaintes de passagers au cours des 3 dernières années. 9 d'entre elles alléguant spécifiquement un comportement biaisé ou discriminatoire. Toutes ont été rejetées par son superviseur direct. Rejetées? Répéta Ariane. Ce n'était pas une question. Elles étaient toutes contre des passagers de statut inférieur. Murmura Sophie. Dame Jean avec des tarifs discount, des passagers non revenus. Personne d'important. Je vois, dit Ariane, sa voix dangereusement calme. Donc le problème n'est pas seulement Madame Mercier. Le problème est son manager. Et son manager. Et vous, Sophie, vous êtes la directrice des services en vol. Cette pourriture, elle a grandi sous votre surveillance. Sophie Dubois semblait sur le point de vomir. Nous allons nettoyer toute cette maison, dit Ariane. Mais d'abord, la personne qui a allumé l'allumette. On frappa à la porte. Une secrétaire passa la tête. Madame Dubois, l'équipage d'Atessan est là. Faites-les entrer, dit Ariane, sa voix plate. La porte s'ouvrit. Entrèrent Sylvie Mercier, Benoît Cartier et 2 autres stewards. Sylvie rayonnait. Elle avait mis du rouge à lèvres frais. Elle vit la pièce remplie de cadres Claude Masson, Lord Laurent et son sourire s'élargit. Elle était là pour sa commendation. C'était ça, la grande promotion. Monsieur Masson, Lord Laurent, quel honneur, roucoula-t-elle. Puis ses yeux balayèrent la table. Ils passèrent sur l'équipe juridique, le chef des RH, et finalement se posèrent sur la femme à la tête de la table. La femme en survêtement gris anthracite, sirotant une tasse de café, la fixant avec des yeux comme de la pierre polie. Le sourire de Sylvie Mercier ne se contenta pas de s'effacer, il se brisa. Le sang quitta son visage, laissant un masque gris maladif et pâle. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda Ariane, puis Claude Masson, puis de nouveau Ariane. Son esprit totalement incapable de calculer ce qu'elle voyait. Benoît Cartier, debout derrière elle, resta parfaitement immobile.
Son visage un masque de neutralité. Madame Mercier. Dit Lord Laurent Finch, sa voix tonnant dans la pièce silencieuse. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Je. Bégaya Sylvie, sa main allant à sa gorge. Madame Mercier. Continua Laurent. Il semble que nous ayons un problème. Voyez-vous, vous avez rencontré docteur Ariane Delorme. Les genoux de Sylvie fléchirent. Elle attrapa le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Docteur, Ariane Delorme. Dit Ariane, parlant pour la première fois. PDG de Delorme Stratos Venture, la société holding qui, depuis 18 mois, a acquis une participation de contrôle de 49% dans Air Transatlantique. Je suis, Madame Mercier, pour tous les effets pratiques, votre patronne. Le silence dans la salle de réunion était une chose vivante. Il était épais, lourd et suffocant. La respiration de Sylvie Mercier vint par courts toquets irréguliers. Elle regarda frénétiquement entre Claude Masson et Lord Laurent comme si elle cherchait une sortie, une astuce, un moyen de s'en sortir. Mais elle portait un survêtement. Murmura-t-elle. C'était tout ce que son cerveau pouvait offrir, une défense pathétique et désespérée. Elle portait un survêtement. Répéta Ariane, sa voix vide d'émotion. Et vous, Madame Mercier, portiez un uniforme. Un uniforme qui représente cette entreprise. Une entreprise que je possède. Et vous avez utilisé cet uniforme pour menacer, intimider et humilier une passagère en fonction de la couleur de sa peau et des vêtements qu'elle portait. Non, C'était une erreur. Les sièges. Pleura Sylvie, des larmes coulant maintenant sur ses joues poudrées. Monsieur Duval, c'est un membre platine. Il a insisté. Il a dit qu'il connaissait Monsieur Masson. Claude Masson tressaillit. Madame Mercier. Dit-il, sa voix tremblant de rage. Vous êtes licencié. Avec effet immédiat. Votre conduite n'était pas une erreur. C'était un acte d'abus malveillant, calculé et raciste. Il viole chaque politique de cette entreprise. Il viole la loi fédérale. Remettez vos identifiants. Un garde de sécurité qui se tenait près de la porte s'avança. Non, s'il vous plaît, hurla Sylvie. J'ai 20 ans. Ma pension. S'il vous plaît. C'était lui. C'était Duval. Vous avez raison. C'était monsieur Duval. Dit Ariane, sa voix coupant à travers l'hystérie. Et vous étiez sa complice volontaire. Vos 20 années de service, Madame Mercier, ne vous ont apparemment rien appris sur la décence humaine. Sécurité, veuillez escorter Madame Mercier hors du bâtiment. Son superviseur, je crois, va la rejoindre sous peu. Sophie, dit-elle en regardant la directrice des services en vol. Occupez-vous-en. Sophie Dubois hocha la tête, son visage cendré. Oui, docteur. Delorme. Sylvie Mercier s'effondra en un désordre sanglotant et hystérique alors que le garde de sécurité prenait son bras et la conduisait doucement mais fermement hors de la pièce. Ces gémissements de « ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste » résonnèrent dans le couloir avant que la porte ne se referme dans un clic. La pièce fut à nouveau silencieuse. Ariane tourna son attention vers Benoît Cartier, qui se tenait au garde-à-vous, les yeux fixés sur le mur. Monsieur Cartier, dit Ariane. Benoît rencontra son regard. Oui, madame. J'ai reçu votre rapport. Il était excellent, détaillé, honnête et courageux. Benoît expira, une respiration qu'il avait l'impression de retenir depuis 8 heures. Vous, monsieur Cartier, continua Ariane, êtes ce que cette compagnie aérienne devrait être. Vous avez fait preuve d'intégrité sous pression. Vous avez été horrifié par ce que vous avez vu, et vous avez fait ce qu'il fallait. Claude, dit-elle au PDG. Monsieur Cartier est promu chef de cabine principale, avec effet immédiat. Je veux qu'il soit intégré en accéléré dans le programme de formation en gestion. Son intégrité est un atout que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. La mâchoire de Benoît tomba. Madame, docteur Delorme, merci. Merci. Vous l'avez mérité, mon garçon, dit Lord Laurent en lui adressant un sourire rare. Maintenant allez-vous reposer. Vous avez un avenir brillant ici. Benoît hocha la tête, abasourdi, et quitta la pièce. Sa vie irréversiblement changée. Maintenant, dit Ariane en se tournant vers le chef de la sécurité, abordons le problème Duval. Faites-le entrer. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et Henri Duval fut escorté par 2 gardes de sécurité. Il n'était plus le titan suffisant et arrogant de la cabine d'avion. Son costume était froissé. Ses cheveux étaient sauvages. Son visage était un masque de pure rage apoplectique. Qu'est-ce que cela signifie? Beugla-t-il. J'ai été retenu contre ma volonté pendant 2 heures. J'ai manqué ma réunion. Je vais avoir vos emplois à tout. Je vais poursuivre cet aéroport tout entier. Je vais poursuivre Air Transatlantique. Je vais. Il s'arrêta. Ses yeux, tout comme ceux de Sylvie, balayèrent la pièce et se posèrent sur Ariane Delorme. La confusion fut instantanée. Vous. Quoi?
Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ont-ils arrêté au TI? Ariane se pencha en arrière dans sa chaise. Bonjour, monsieur Duval. Bienvenue à Londres. Veuillez vous asseoir. Je ne m'assois pas. Je pars. Et je vais prendre cette compagnie aérienne pour chaque centime qu'elle vaut. Non, vous ne le ferez pas, dit Ariane calmement. Vous ne ferez rien de tout cela. Permettez-moi de me présenter. Je suis docteur Ariane Delorme, PDG de Delorme Stratos Venture. Et depuis ce matin, l'actionnaire majoritaire d'Air Transatlantique, la compagnie aérienne que vous avez menacé de poursuivre. La compagnie aérienne dont vous avez harcelé racialement et expulsé illégalement la passagère. Le visage de Duval passa du violet à un blanc fantomatique. Il regarda Lord Laurent, qu'il reconnaissait des cercles financiers. Laurent, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-elle? Elle dit la vérité, Henri. Dit Laurent, sa voix glaciale. Vous venez d'agresser la propriétaire de l'entreprise. Un mouvement vraiment spectaculairement stupide, même pour vous. Duval était sans voix. Voici ce qui se passe, monsieur Duval. Continua Ariane comme si elle cochait une liste de courses. 1. Air Transatlantique vous bannit à vie. Vous ne mettrez plus jamais les pieds sur l'un de nos avions. 2. Mon équipe juridique personnelle est en train, en ce moment même, de déposer une plainte civile de plusieurs millions d'euros contre vous et Duval Capital pour discrimination raciale, harcèlement public et complot en diffamation. 3. La réunion du projet Atlas à laquelle vous étiez si désespéré d'insister, c'était ma réunion. Vos tentatives de perturber mon acquisition sont notées. Et elles sont terminées. Vous ne serez pas autorisé à moins de 500 mètres de la transaction. Et enfin, la partie que je pense que vous apprécierez le moins. Ariane prit son téléphone. Elle composa un numéro en composition rapide. Le téléphone sonna une fois avant d'être décroché. Une voix américaine et puissante retentit par le haut-parleur. Ariane, vous avez atterri? J'ai atterri. David, merci de prendre mon appel. Pour toi, toujours. Quoi de neuf? Les yeux de Duval s'élargirent. Il reconnut la voix. David, dit Ariane, je suis dans une réunion du conseil en ce moment avec un monsieur, Henri Duval de Duval Capital. La voix au téléphone se glaça. Duval? Je le connais. Une grande gueule. Pourquoi? Eh bien, David, monsieur, Duval vient de passer 8 heures à afficher un niveau de racisme public manifeste que je trouve matériellement risqué. C'est un passif. Son comportement est une menace pour toute marque associée à lui. Je retire tous les fonds de l'Orme Stratos de tout portefeuille qu'il inclut. Je pensais juste que vous, en tant que PDG de Goldman Sachs, devriez le savoir. Je considérerais son entreprise comme radioactive. Il y eut une pause. Duval tremblait. David. David Solomon. Non. Merci, Ariane. Dit la voix du PDG de Goldman Sachs. J'apprécie l'information. Nous prenons ces choses très, très au sérieux. Considérez que c'est géré. Ariane sourit. Merci, David. Je vous verrai à New York. Elle raccrocha. Henri Duval regarda Ariane. L'homme qui s'était tenu dans l'allée et l'avait appelé Majoli avait disparu. À sa place se tenait une coquille terrifiée et brisée. Vous m'avez ruiné, murmura-t-il. Non, monsieur Duval, dit Ariane en se levant. Vous vous êtes ruiné vous-même. Vous m'avez juste invité à regarder. Elle s'approcha de lui, sa présence accablante. Vous êtes une relique, monsieur Duval. Vous et votre espèce. Vous pensez que le monde vous appartient. Vous pensez que vous pouvez intimider et rabaisser quiconque vous décidez être inférieur. Mais vous avez tort. Le monde a changé. Je l'ai changé. Sécurité, dit-elle en se détournant de lui. Sortez-le de ma salle de réunion. Sortez-le de mon bâtiment. Duval ne cria pas cette fois. Il était silencieux alors que les gardes le conduisaient dehors. Un homme qui avait embarqué dans un avion en roi et qui atterrirait à New York. S'il pouvait trouver un vol, en paria. Ariane Delorme se tint à la fenêtre, regardant les avions décoller, l'un après l'autre, dans le ciel gris londonien. Le karma implacable avait frappé. Maintenant, elle avait une compagnie aérienne à réparer et une transaction de plusieurs milliards d'euros à conclure. On dit que le karma se déplace lentement, mais parfois il frappe comme la foudre. L'entreprise d'Henri Duval, Duval Capital, fut insolvable en moins de 6 mois. Après l'appel de Goldman Sachs, chaque investisseur majeur retira son argent, citant la clause de caractère dans leur contrat. Il perdit tout. Sylvie Mercier ne fut plus jamais embauchée par une grande compagnie aérienne. Sa réputation de raciste la rendit inemployable. On l'a vu pour la dernière fois travaillant dans un kiosque duty-free dans un aéroport régional. Et docteur, Ariane Delorme acheva avec succès l'acquisition du projet Atlas. Devenant la femme la plus puissante de l'aviation, elle initia une refonte culturelle radicale d'Air Transatlantique.
Avec Benoît Cartier, l'homme qui choisit l'honnêteté plutôt que la peur. Dirigeant le nouveau programme de formation en vol, Ariane Delorme prouva que la meilleure vengeance n'est pas d'être bruyant, c'est d'être puissant. Ils ont essayé de l'envoyer à l'arrière du bus. Alors elle a acheté le bus. Qu'avez-vous pensé de cette histoire de justice? Avez-vous déjà vu quelqu'un d'aussi arrogant être si complètement humilié? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous auriez fait dans sa situation. Et si vous aimez les histoires où l'intimidateur obtient ce qu'il mérite, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton j'aime, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies de karma chaque semaine.